Les gens t'achètent ou achètent tes prestations parce qu'ils t'achètent toi. Et pourquoi ils t'achètent toi? Parce que justement, on a tous une histoire unique chacun. Si vous vous sentez pas à l'aise dans la manière de vous vendre ou si vous vous sentez pas à l'aise dans votre prospection, se faire accompagner, ça peut vous changer la vie. Moi, je trouve ce qui fait la force aujourd'hui d'un entrepreneur en 2025, c'est sa capacité à diversifier. Mais pas diversifier que les sources d'acquisition, diversifier aussi les sources d'opportunités. Le fait ne serait juste de bien connaître ta cible, de bien comprendre ton environnement, mais surtout comprendre la personne que tu as en face de toi, ça te facilite vraiment le travail pour l'approcher, l'aborder et lui proposer quelque chose. Pour moi, la vente, comme le storytelling, le personal branding, c'est de jouer avec ses forces. Deviens visible. Bienvenue dans le podcast qui traite de singularité et de la visibilité des gens que tu ne connais pas forcément et que tu devrais connaître. J'ai la chance, l'opportunité de recevoir aujourd'hui Geoffrey Dulac. Salut Geoffrey. Salut Steve, merci pour ton invitation. Écoute, merci à toi, avec grand plaisir. Depuis le temps qu'on en parlait. C'est clair. Il y a eu des péripéties qui ont fait qu'on l'a pas fait, mais voilà, finalement, les astres ont été alignés et c'est le moment. Je suis ravi de ce format. Je pense que c'est un format qui va être totalement différent. Je vous invite à nous dire ce que vous penserez de ce format. J'ai pour habitude de demander la singularité dans ta vie qui a fait l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. La singularité, je dirais que moi, j'ai toujours aimé aller au contact et j'ai toujours eu cette question en moi de me dire finalement pourquoi les gens avaient du mal avec la prospection, pourquoi ils avaient du mal à aller vers l'humain. Finalement, j'en ai fait un peu ma promesse, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur mon site, qui est de se dire comment on peut finalement réconcilier les Français avec la prospection. Ok, très belle promesse. Comment réconcilier les Français avec la prospection? Tu penses que les Français n'aiment pas se prospecter, n'aiment pas vendre? Bah, je pense qu'on a, tu sais, quand on entend ce mot prospection, on entend souvent le réflexe de se dire je vais mettre mon tract dans une boîte aux lettres parce que c'était ce qu'on faisait anciennement. Si j'ai la personne d'un opérateur, on va pas citer de nom, qui m'appelle au téléphone pour des offres. Alors que la réalité, c'est que souvent, quand tu fais une négociation, quand tu crées un premier contact, quand tu veux nouer une relation, il faut bien aller vers cette personne. Donc d'une certaine manière, tu la prospectes. Après, tu as différentes manières de le faire. Certains le font en message, d'autres au téléphone, d'autres en physique. Et c'est vrai que dans notre nature, on n'est pas souvent très friand de ça. Donc on trouve souvent des raccourcis. C'est pour ça qu'on entend souvent des mots, des astuces, les hacks, ce genre de choses pour le faire. Je suis un peu l'inverse de cette école. Et justement, moi j'adore la vente. On va parler de vente et en fait dans cet épisode, on va faire un parallèle entre le storytelling et la vente. Toi, tu es un pro de la vente, tu as toujours vendu. C'est quoi ton histoire? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi au départ, rien du tout ne prédestinait à faire de la vente. Au départ, je voulais faire un truc beaucoup moins sexy. Désolé pour ceux qui nous écoutent, je devais faire de l'audit. Ok. Tu vois, donc rien à voir. J'ai fait un peu d'études, donc j'étais à la fac, j'ai fait de l'économie-gestion. Et très vite, je me suis aperçu que la communication et les relations humaines, ça me passionnait. Du coup, j'ai fait une école de communication, je suis sorti diplômé et j'ai commencé en communication dans des groupes. Tu vois, des boîtes comme BNP Paribas, PwC ou autres, où j'ai vraiment essayé d'apprendre, tu vois, à écrire des messages, faire des messages, bref, comprendre un peu le branding, ce que tu fais aujourd'hui. Et finalement, je m'apercevais que dans cette période, j'étais pas assez proche du client. J'avais besoin de ce contact, etc. Okay. Donc là, gros switch, et là j'ai basculé en vente, en sales, et je l'ai fait dans un écosystème que je connaissais pas, qui était les startups. Au lieu de commencer par la facilité, tu vois, de me dire je vais devenir commercial et autres, je me suis dit je vais aller un peu dans le dur, et donc je vais essayer de prendre des rendez-vous pour les commerciaux, etc. Un métier qu'on appelle aujourd'hui, tu vois, du SDR. Ouais. Donc ça, j'en ai mangé, tu vois, pendant 5-6 mois pour me roder, pour me prendre des murs, des standardistes, etc. Ça s'est super bien passé. Okay. Et très vite, j'ai eu cette chance de passer sales, responsable grand compte. Je l'ai fait pareil dans des startups que certains connaissent. Peut-être, j'ai bossé chez Swile, la carte Ticket Resto que t'as peut-être, ou encore chez Side. Et finalement, comme toi à côté, j'avais cette envie peut-être de le faire seul. Parce que tu vois, dans mon entourage, j'avais des gens qui me demandaient des conseils. Toujours, tu vois, un truc très bête, comment négocier telle ou telle personne pour aller dans un resto, comment avoir telle place, tu vois, des trucs vraiment du quotidien. Ouais. Et je voyais que je prenais beaucoup plus de plaisir à répondre à ça, plutôt que, tu vois, closer pour un deal pour une entreprise. Du coup, il y a 3 ans, j'ai lancé le pas, enfin je me suis lancé. C'est là où tout a commencé et que j'ai lancé cette initiative d'aider finalement les entreprises, les indépendants ou même les particuliers à mieux se vendre et à mieux vendre surtout canaux d'acquisition. D'où ce fameux essayer de réconcilier les Français à mon humble niveau à la prospection. Hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un parallèle avec moi en 2016 quand je me lançais. Pour moi, je pensais pas qu'il fallait forcément vendre. Pourtant, j'ai toujours été très bon vendeur, tu vois. Enfin, j'ai bossé chez Saint-Laurent, Cartier, L'Oréal, chez Coach. J'ai toujours été, même si c'était pas de la vente, j'ai donné toujours des bons conseils sur la vente et comment faire. Et j'ai toujours été très bon vendeur. Et c'est marrant parce qu'au début, on pense que, ok, t'as la bonne idée, tu vas lancer le produit, ça va fonctionner par lui-même. Et le temps m'a permis, tu vois, 2 ans après, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va faire que les clients vont naturellement vers toi, ça va être ton storytelling, ça va être ton histoire. Et moi, ma mission,
c'est d'aider des personnes ayant une singularité. Alors, ça marche pour tout le monde, sûrement. Mais pour moi, tu vois, ce qui va fonctionner, c'est que tu as une singularité et ta singularité va faire en sorte que tu vas raconter ton histoire, tu vas connecter avec des personnes et ensuite tu vas vendre. Pourquoi je te dis ça? C'est que je trouve que c'est complémentaire parce que moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est ton histoire qui va attirer à toi des clients. Je vois très bien. En fait, finalement, aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que toute personne, et c'est marrant parce que moi, c'est ce que je dis dans la partie de ma formation au départ, en fait, finalement, les gens t'achètent ou achètent tes prestations parce qu'ils t'achètent toi. Et pourquoi ils t'achètent toi? Parce que justement, on a tous une histoire unique chacun. Comment aujourd'hui je peux être capable, finalement, de me vendre suffisamment de manière unique pour donner envie à n'importe qui d'au moins t'écouter. Et finalement, toi, c'est ce que tu fais de manière globale sur Deviens Visible et sur la manière dont tu accompagnes les boîtes et les indépendants. Et moi, finalement, c'est ce que je fais initialement, tu vois, avant de finalement les pousser et les appréhender à la vente. Donc, c'est un bon parallèle, ça. Et c'est hyper complémentaire parce que des gens vont croire que, ok, il suffit d'avoir un storytelling pour vendre ou alors il suffit de vendre. Mais la semaine dernière, j'étais en consulting avec une cliente qui fait déjà beaucoup de chiffres et en fait, à un moment, elle disait que ses ventes étaient stagnées. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a pris en consulting, tu vois. Et je lui pose la question, elle me dit oui, j'ai besoin du storytelling parce que je me raconte pas. Je me dis, en fait, c'est bien, hein, tu vas finir par te raconter, mais comment tu conclus la vente? Parce que tu peux avoir deux mêmes personnes qui vont raconter la même histoire. Tu as la personne qui va avoir le fameux CTA, qui va faire que tu vas conclure la vente et que la personne va acheter ton produit. Mais si tu t'arrêtes juste à ton histoire, peut-être que la personne ne dit pas, ok, mais so what, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est un très bon exemple que tu donnes, parce que c'est celui que je donne aussi par rapport à une salle. Je dis toujours, imaginons qu'il y a 3 personnes dans une salle, qu'est-ce qui ferait que moi je t'écouterais plus qu'une autre? À compétences, diplôme égal derrière. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est que je remarque, et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Même quand tu as fait à peu près des études, que tu as été à la faculté, que tu as fait une école, etc. C'est quelque chose, je pense, qu'on apprend plutôt sur le terrain, derrière. C'est finalement de se dire, ok, par les expériences, les choses que j'ai réussies, les collaborations que j'ai eues, comment, en fait, de ça, je suis capable, en fait, d'arriver à en faire une force différenciante pour qu'on arrive à comprendre ma vision et du coup que je puisse vendre derrière. Donc ouais, absolument aligné avec toi là-dessus. Et moi, je pense que c'est essentiel si tu veux bien vendre aussi. Parce que souvent, tu le disais, t'en as beaucoup qui pensent, parce qu'ils ont les bons process et les bons outils, vont y arriver. Sauf que face à nous, malgré l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc., c'est l'humain, à la fin, qui appuie sur le bouton. Donc, on revient encore à ces concepts. C'est pour ça que je trouve ça génial que tu le mettes en avant dans Deviens Visible. Et moi, c'est quelque chose à mon humble niveau que j'essaie de faire aussi. C'est que... Tu le mets bien en avant aussi. Par exemple, tu vois, c'est hyper important, je trouve, de revenir parfois aux fondamentaux de ce qu'est le marketing stratégique, de comprendre finalement ce que c'est une cible, comment on peut se positionner sur un marché, comment créer de l'incontestabilité dans une offre. Tu vois, des choses vraiment factuelles avant de rentrer dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, matin, midi et soir, comme tu peux le voir sur les acquisitions, les automatisations, l'IA. Donc très pertinent, et je pense que cette introduction, ça donne déjà le là sur ce qu'on va se dire. Clairement, justement, allons dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi les erreurs? Les principales erreurs quand on mise, je sais pas, sur la vente, par exemple. Quelles sont les erreurs que les gens ont tendance à faire qui font qu'ils ne closent pas ou que tu as pu remarquer dans ton métier? Bien sûr. La première erreur que je vois assez souvent, c'est que les gens essayent plus, tu vois, initialement de vouloir déléguer avant d'essayer de même savoir le faire. Tu vois, alors je vais donner des exemples qui sont très drôles, mais par exemple, moi ça m'a toujours fait marrer de monter dans une voiture avec quelqu'un qui n'a pas le permis, mais qui veut donner des conseils à une personne qui a le permis depuis 5 ans. C'est pas une question qu'elle est légitime ou pas, c'est juste qu'on ne lui a pas appris cette compétence. Et le problème, c'est que... pas légitime, Exactement, mais le problème, c'est que là, si on revient sur ton exemple, c'est que là, par exemple, en prospection, comment en fait on peut donner des indicateurs de, par exemple, une stratégie de cible, tu vois, une définition du pitch, etc. à une personne, si nous-mêmes on ne la maîtrise pas. Donc ça, je le vois quasiment tout le temps. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que quand je parle de réconcilier les Français avec la prospection, c'est que souvent, on veut passer à cette étape 2 avant d'aller à la 1. La deuxième, c'est qu'ils ne font pas le travail que tu as évoqué. C'est que souvent, ils ne connaissent pas leurs différences, ne connaissent pas leur histoire personnelle, ils ont du mal à se pitcher eux-mêmes. Se pitcher eux-mêmes, c'est pas simplement dire « Salut, moi je suis Steve ou Geoffrey, je fais telle chose ». Non, c'est finalement de se dire aujourd'hui, est-ce que tu es capable, par exemple Steve, de me vendre demain à une entreprise? Est-ce que moi, par exemple Geoffrey, je peux être capable, Steve, de te vendre à un partenaire derrière, en quelques secondes? Est-ce que de la même manière, si demain je te mets face à un décisionnaire, est-ce que tu es impressionné ou pas impressionné? Donc ça, premier volet. Le troisième, c'est qu'ils ne pratiquent pas. Souvent, tu vois, tu as des gens qui, parce qu'ils ont réussi, ils ont eu un lead qu'ils ont pu acquérir, ou ils ont un coup de fil qui a bien fonctionné, ils se disent « Ok, ça marche ». Ouais, je sais faire. Voilà, mais le problème, c'est que souvent, tu vois, il faut aussi produire sur le temps. Tu le vois dans ta formation, mais par exemple, passer un coup de fil, quand tu contactes une boîte de 10 000 salariés, c'est pas pareil que quand tu contactes un cabinet comptable de 10 salariés. Ça veut pas dire que c'est plus dur, hein, parce que parfois, tu peux avoir les mêmes murs. Mais je pense que la pratique aussi, elle est importante.
Donc ça, c'est un peu, tu vois, les premiers leviers que je vois tout le temps qui déjà, naturellement, t'empêchent. Je sais pas si toi, t'en vois de ton côté. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Déjà, moi, j'aime pas ce mot-là, convaincre, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, ouais, quand je prospecte, je convainc, c'est prendre quelqu'un pour un con. Déjà, dans convaincre, il y a le con. Et l'erreur, c'est de ne pas être au service de la personne à qui tu vends le produit, ou le service d'ailleurs. Pour moi, là, dans la vente, dans la prospection, il faut être au service. Et c'est là où je trouve que c'est complémentaire parce que, au moins, quand tu maîtrises, tu as ton pitch et tu sais de quoi tu parles, bah, tu sais que tu as une mission. Tu vois, par exemple, toi, tu sais réconcilier les Français avec la vente. Moi, ma mission, c'est de rendre visible des personnes ayant une singularité à travers l'entrepreneuriat. Donc, forcément, quand tu vas vendre, tu vas être au service de la personne parce que tu as ton expertise. Tu vas parler de ton expertise. Et dans ton expertise, tu as ton histoire qui a fait que tu te retrouves là où tu es. Et c'est une évidence pour que tu vendes parce que tu as le point A, ok, j'étais là. Point B, derrière on en parlera après, c'est la structure du parcours du héros dans le storytelling. Point B, ok, voilà mon expertise, voilà ce que je te propose. Et parce que j'étais là, je sais ce que je vais te vendre. Et ensuite, bah, forcément, c'est naturel que tu achètes. En fait, c'est une suite logique émotionnelle que tu arrives à créer en mettant en place des méthodes en mettant en place des étapes bien précises. Mais je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est de la même manière de mon côté en vente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais bien te présenter, qu'on comprend ce que tu fais, que tu as cette faculté à pouvoir approcher, en fait, le seul résultat, c'est d'avoir des clients qui se positionnent « Steve, j'ai envie de partir avec toi. Steve, j'ai pas envie de partir avec toi. » Donc en probabilité en mathématiques, même si on n'est pas bon en mathématiques, sur 10 clients que tu prospectes, si c'est les cibles, tu en as forcément une qui tombe. Mais c'est clair. Et tu vois, j'aime bien, enfin, je veux rebondir à ce que tu dis. Là, je vais donner vraiment une anecdote. J'ai plus de problème avec ça, mais ça m'a hanté pendant de nombreuses années. Et quand j'ai capté ce truc-là, maintenant, je suis à l'aise avec la vente. J'étais en école de commerce, je sais plus, c'était en 2007 ou un truc comme ça, c'était fin de 2009, je sais plus, bref. C'est la fin du bal. La fille la plus canon d'école de commerce, tu vois, enfin, fille magnifique, tout le monde voulait sortir avec elle. Et je danse. Je te promets, je ferai. Je danse pendant peut-être 3 heures toute la soirée avec elle. On danse toutes les danses qu'il faut, on est collés, peu importe la musique, on danse. Elle me plaît, mais je pense que je lui plaisais vu qu'elle a dansé avec moi. Mais moi, dans ma tête, j'avais pas cette confiance-là, j'y vais pas. Bah, je l'embrasse pas à la fin, donc je laisse passer ma chance, tu vois. Et ça, je me suis rendu compte que c'est comme dans la vente. Plusieurs années plus tard, en fait, je l'ai croisée, donc il s'est rien passé entre elle et moi. Je l'ai croisée, donc elle me croise avec... je me baladais avec mon fils, elle me croise, elle me dit « Ah, c'est ton fils ?» Je dis « Oui ». Là, elle me dit « Dommage, on n'aurait pas avoir de beaux enfants. » Et je la regarde, je fais « Pardon ?» Elle me dit « Oui, je t'aimais bien, mais je t'intéressais pas. » Alors que moi, j'ai pas osé. Tu vois. Et c'est ça, en fait, à la fin, quand tu n'oses pas demander, comme tu dis, il y va ou il y va pas. Et sur 10 personnes, ok, on y va, tu viens. Et je pense que moi, ça a déclenché pas mal de choses pour moi dans la vente, en me disant, ok, la séduction et la vente, c'est un peu la même chose. Exactement. Tu vois, tout à fait. Parlais, tu séduis ton client. Et en se disant, ok, ben, écoute, à la fin, tu dis, on y va ou on y va pas, tu vois. Elle me dit oui ou non, elle a le choix. Mais j'ai pas offert cette opportunité-là. Et maintenant, systématiquement, moi, je te propose toujours l'opportunité de dire, ok, maintenant, on y va ou pas. Mais tu vois, c'est intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, parce que, en fait, là, dans ton cas, l'opportunité était devant toi. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que tous les jours, d'ailleurs, je crois que tu m'avais raconté une anecdote qui est arrivée ce matin, où en fait, même quand tu vas chercher ta baguette de pain, quand tu vas au sport, quand tu vas faire tes courses, alors tes courses peut-être un petit peu moins, mais dans des moments un peu du quotidien, tu peux aussi avoir des opportunités en fait de business juste devant toi. Et c'est ça qui est hallucinant quand tu as compris ça. Et c'est pour ça que moi, parfois, tu vois, si vous regarderez, si vous avez le temps, sur LinkedIn, j'ai un format où je dis j'ai prospecté à tel endroit. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait, dans des moments, tu vois, qui peuvent sortir du milieu du travail, souvent, en fait, je m'aperçois qu'il y a des opportunités du travail. Quand tu vas voir un match de tennis, quand tu vas à un concert, quand, j'en sais rien, tu vas visiter un musée ou autre, tu es souvent en contact avec des gens, avec des humains. Il y a des moments où tu as des moments d'attente, de la queue que tu peux faire, des moments où tu attends que ça soit ton tour et autres. C'est des moments où tu as des interactions. Et souvent, au lieu de regarder ton téléphone, bah, tu peux échanger avec et tu peux avoir des opportunités. Il me semble que tu as eu un truc comme ça. Mais clairement, oui, c'était ce matin. J'ai oublié de... j'ai oublié de bloquer mon calendrier. Calendly qui est l'agenda pour rappeler, pour prendre les rendez-vous. Ouais, exactement. C'est ça, même si oui, que tout le monde connaît, on sait jamais, mais... Donc j'ai oublié de bloquer mon calendrier, tu vois, parce que je sortais d'un lancement et je prends que pendant 2 jours les personnes. Après, c'est mon équipe de commerciaux qui prennent les personnes. Donc bref, j'ai oublié de bloquer.
J'ai bloqué et cette journée-là, je ne l'ai pas faite. Je me lève ce matin, donc j'ai un rendez-vous à 14h30. Quelqu'un qui est chaud pour intégrer un de mes programmes. J'ai deux options, où je transfère aux commerciaux, mais c'est mon agenda à moi, elle voit ma tête à moi, c'est marqué, enfin bref, tu as tout un système, on sait que c'est moi. Ouais. Donc je me suis dit, c'est pas fair play de transférer à une autre personne, tu vois. Et bref, ce matin, j'emmène mon fils, il y a une sortie scolaire, après j'emmène chez le médecin, bref, etc. Donc j'avais pas le temps, il fallait que je sois à un moment. Donc je prends mon vélo, j'ai mes écouteurs et je prends le rendez-vous. Donc je lui dis, écoute, là on va faire un truc qui est assez spécial. D'habitude on est en visio, on sera pas en visio. Là je suis au téléphone Non, on avec sera en toi. vélo. Voilà, on sera en vélo, tu fais le chemin avec moi pour aller à mon travail, mais je t'écoute. Et je l'ai closé cette personne sur la route en Incroyable. faisant un vélo. En vélo. Ouais, un vélo. Incroyable. Donc l'opportunité elle est partout, tu vois. L'opportunité est partout. Mais c'est un super exemple et moi j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à se poser la question de se dire, ne serait-ce que sur ce mois-ci, combien d'opportunités potentielles ils ont peut-être laissé passer. Comme l'exemple de ta danse au bal de ton école de commerce, ou là comme ce matin, le vélo. Et c'est assez hallucinant parce que sur 365 jours, t'en as tous les jours. Il y a des milliers. Maintenant que tu me dis, je vois vraiment le parallèle entre, tu vois, storytelling, où là je n'avais pas pensé. Je suis sur un vélo, la personne elle vit le moment avec moi, elle est dans mon intimité où je suis en train d'aller ici, exactement, au studio. Et la vente, où en fait, t'es allé dans l'histoire, enfin la personne elle est dans ton histoire, dans ton univers, et naturellement tu emmènes la vente. Donc clairement, c'est le process d'après. C'est le process d'après, exactement. Il y a une complémentarité de dingue. Si tu avais un conseil à donner aux gens pour vendre, vraiment pour toi, même au-delà du conseil, moi j'aimerais bien une anecdote pour toi qui a été game changer, où tu as signé un gros deal, quel conseil tu donnerais ou qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir le faire? Le truc qui fonctionne le plus avec moi, c'est de dire les choses. Okay. Franchement, c'est d'avoir du culot. Mais le culot, pas je vais aller à une fille, je vais aller lui parler. Non, c'est exactement faire ce que tu as dit. Tu vois, par exemple, voilà. Il y avait un événement qui m'intéressait. Il y avait des chefs d'entreprise, etc. Et effectivement, à côté, pendant ce cadre de cet événement, il y avait une personne qui m'intéressait. Directrice générale d'un groupe international, etc. Il y avait 700 personnes dans la salle. Quand tout le monde a terminé, tout le monde a été dans une salle à côté pour échanger le fameux networking. Et en fait, il y avait deux configurations. Soit je faisais comme eux, et donc je faisais partie des 700 qui allaient essayer, entre guillemets, gratter pour parler, ce qui allait être très compliqué parce que, question aussi de nom. Soit finalement, j'attendais que les personnes sortent et que je prenais mon courage à deux mains et j'apprenais. La vente, ça m'a permis de faire des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai pu aller parler à la personne à la fin, on a parlé pendant 10 minutes. Après que ça a donné ou pas donné, mais la réalité, c'est que elle m'a donné son contact personnel, j'ai pu échanger. On s'en fiche en fait de savoir si on a closé ou pas, mais moi c'est ça en fait que ça m'a inspiré la vente. Et ça, tu vois, ce qui est génial, c'est que ça m'a beaucoup influencé, autant dans ma partie pro que perso. Exactement le même exemple que tu as pu avoir sur ton école de commerce. C'est-à-dire que même dans ma vie perso aujourd'hui, le fait de par exemple oser dire une chose à un voisin, à quelqu'un ou même à un ami ou autre, ça me déclenche des opportunités. Et c'est dingue, parce que en fait aujourd'hui, quand tu as déjà ce réflexe-là, tu commences déjà le processus que tu évoquais. Après, évidemment, pour moi, si tu veux être bon là-dedans, c'est comme en branding. Il n'y a pas 40 solutions. Si t'es pas bon, faut apprendre. Je sais que c'est cool parce qu'on voit que cette culture commence à arriver depuis 3-4 ans où les gens commencent à investir sur des gens comme toi, sur des gens comme moi, sur des experts, plutôt que faire des écoles, plutôt que payer, tu vois, des formations très généralistes, des socles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur des choses concrètes, pratiques, qu'on peut mettre en place tout de suite, sans langue de bois. Et moi, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, si vous vous sentez pas à l'aise dans la manière de vous vendre, ou si vous vous sentez pas à l'aise dans votre prospection, se faire accompagner, ça peut vous changer la vie. Et moi, tu vois, je l'ai vu avec mes clients, il y a plein de gens qui n'avaient pas confiance en eux, qui avaient des difficultés à pitcher, qui avaient des difficultés à prendre des rendez-vous, à prendre un téléphone. Juste le fait qu'on passe un peu de temps leur montrer, aujourd'hui, tu vois, ils peuvent le faire de manière autonome. Et ça peut leur ouvrir des milliers de portes. Et je trouve ça génial. Parce qu'évidemment, ta compétence, le branding comme la vente, c'est des compétences qui nous servent toute la vie. Bien sûr. C'est hyper important, oui. Mais de se raconter, de travailler, et après, d'utiliser, c'est hyper complémentaire. D'ailleurs, à propos de complémentarité, quand tu accompagnes tes clients, toi, quel est le process que tu mets en place pour les emmener vers un moment où ils disent « Ok, je suis suffisamment OK pour pouvoir vendre et débloquer cette chose-là » ? Écoute, moi, comme je te l'ai dit, j'ai identifié des piliers qui me semblent très pertinents. Le premier qui concerne plus ta partie, qui est plus finalement comment je peux arriver à me vendre. Et je l'ai fait en fait prendre conscience, en fait très naturellement. D'abord sur eux, donc il y a un travail sur eux. C'est-à-dire que à travers leur histoire personnelle, à travers aussi leur lecture de ce qu'ils ont de la situation, j'essaie de les aider à avoir cette prise de conscience dans la pratique. Le deuxième élément, c'est qu'après, du coup, une fois qu'on a ça, je les challenge. Donc en fait, on brainstorm en fait sur papier, en live, et on voit comment, que ce soit sur leur offre, que ce soit sur leur stratégie de cible, on peut évidemment avoir cette incontestabilité. Et la troisième, qui est pour moi le plus intéressant, c'est la pratique. Je pense que c'est hyper important quand tu vends une compétence,
que la personne elle puisse pratiquer. Je sais pas que toi comment tu t'y prends dans ta formation, mais moi par exemple, je leur fais un exercice d'écriture. Parce que vendre, c'est aussi avoir cette faculté de pouvoir le faire grâce à l'écriture. Tu peux avoir des simulations. C'est-à-dire, Steve, par exemple, si je te dis que ta formation elle est trop chère, tu me dis quoi? C'est une question qu'on pourrait poser. Moi, je te réponds en toute transparence que tu n'es pas ma cible. Ça pourrait être une bonne réponse. Tu vois. Mais si je l'étais, qu'est-ce que tu répondrais? Je te poserais des questions par rapport à toi. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que la formation elle est très chère pour toi? Tu vois. En fait, j'essaie de comprendre. Je pense que pour moi, vendre, c'est écouter la personne et lui apporter les solutions. Pour moi, la bonne clé, c'est d'écouter la personne. Tu vois, si la personne, moi aujourd'hui au sein de Visible, on a l'académie Visible, on a le club Visible, on a le bootcamp Visible, bref, on a pas mal de supports pour aider les personnes. Donc, les salariés en reconversion ou les entrepreneurs qui ont du mal dans leur business ou alors les entrepreneurs qui ont envie de scaler. Enfin, voilà, il y a différentes étapes. Et tant que je ne comprends pas, je ne peux pas savoir si c'est ou pas pour la personne. Donc, si tu me dis ça, je vais essayer de comprendre pourquoi tu dis ça. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est ta femme, ton mari? Enfin, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que c'est tes enfants? En fait, tant que tu ne comprends pas pourquoi la personne ne dit pas, tu ne peux pas savoir quoi lui répondre. Et la deuxième option, c'est que la personne, je pense que quand elle te dit que c'est trop cher, c'est qu'elle ne voit pas la valeur. Et à chaque fois, je dis, tu vois, si tu as ton enfant, je touche du bois, mais moi, je veux acheter un programme à 1 million d'euros, là, tout de suite. Si je sais pas, 1 million d'euros sur mon compte et que j'ai mon enfant, on le prend en otage, on me demande 1 million, je peux promettre que dans la seconde qui suit, je trouverai le million. Je vais aller branquer une banque, je vais me prostituer, bref, je vais faire tout ce qu'il faut pour... Je dis pas c'est ce qu'il faut faire, hein. Je vais faire tout ce qu'il faut faire pour... Et je le ramènerai. Donc je pense que c'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. C'est que pour la personne, t'es pas la priorité, la personne ne voit pas la valeur dans ce que tu fais. Il y a quelque chose que tu as dit qui est intéressant et qui pourra aider sur cette objection, ceux qui nous écoutent, c'est que tu as parlé de la question du pourquoi. Et c'est vrai qu'en vente, tu me disais tout à l'heure, c'était quoi les erreurs? C'est que souvent, en fait, tout naturellement, parfois on ne demande pas pourquoi. Pourquoi t'es trop cher, Steve? Pourquoi c'est trop cher? C'est un problème de timing, c'est un problème de budget, c'est comme tu l'as dit, c'est un problème de configuration, problème de saisonnalité, pourquoi? En général, tu le sais. Et c'est ça qui est génial. C'est un peu ce travail-là que j'essaie de faire. Donc, tu vois, on n'est pas dans des recettes magiques, on n'est pas dans des trucs miracles, mais juste ne serait-ce que de répondre à ces questions, ça les aide déjà, tu vois, directement à aller dans le vif du sujet et déjà contacter. Et après, évidemment, c'est de pratiquer derrière. Enfin, j'avais une question du coup pour toi aussi, Steve, parce qu'on parle beaucoup de moi, mais je trouve qu'il y a aussi des parallèles dans le storytelling. Qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent qu'aujourd'hui, faire simplement du contenu, ça te permet de pouvoir en vivre? Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai pu voir ton évolution. Ton évolution d'abord en tant que marketeur à l'époque, avant que tu crées finalement ta première boîte. Le fait que tu aies réussi à t'imposer sur un premier réseau, sur Instagram, que par la suite, tu aies pu créer ces différentes formes d'accompagnement. Donc, on sent ton expertise qui est montée en puissance. Mais aujourd'hui, en parallèle, tu as énormément de profils qui font comme toi, qui n'ont pas cette expertise ou qui font croire qu'ils vendent la même chose que toi. Comment tu te positionnes quand tu es face à ces gens-là ou quand on t'en parle finalement? C'est comment tu... Attends, la première question que tu me demandais, c'était je t'ai posé beaucoup de questions. Non, mais c'était quoi la première question, c'était de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent que simplement poster du contenu, ça suffit en fait pour réussir. Et la deuxième, c'est quelle est ton évaluation de personnes qui font exactement ce que tu fais, mais sans ton niveau d'expertise et sans être passé finalement dans toutes ces étapes. Un peu cette nouvelle société qu'on voit aujourd'hui. La première question, c'est que c'est du bullshit, tu vois. On entend des conseils à la con, oui, il faut poster tous les jours pour pouvoir gagner en followers. Mais en fait, c'est... Non. Alors si, tu peux poster tous les jours, mais il faut avoir un but, il faut avoir la raison, il faut avoir la bonne idée, il faut avoir la raison pour laquelle tu postes, tu vois. Est-ce que tu postes pour avoir des clients? Est-ce que tu postes pour pouvoir faire du reach? Est-ce que tu postes pour pouvoir faire des commentaires? Tu vois, pour que les gens ils commentent dessus. Donc typiquement, si je veux aller un peu pousser les choses, je vais parler de parti politique et je vais parler d'une opinion impopulaire sur un parti politique. Je sais que tout de suite, ça va me rapporter des commentaires. Et dans ces commentaires-là, les gens iront voir mon profil et vont aller sur mes réseaux sociaux, vont aller sur mon site internet, ma page de vente et potentiellement, ça peut être des clients. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont détester ce que je vais mettre, mais c'est OK pour moi en me disant... Tu vois, c'est comme ça que tu vas créer un contenu qui va apporter de la valeur. Donc mais tu clives finalement, tu prends des positions. Il y a trois options pour moi. La première, c'est cliver, qui va faire que, en fait, c'est forcément le clivage qui t'apporte le reach, ta prise de position. La deuxième, c'est l'inspiration. Tu vois, l'inspiration, ça t'apporte aussi de la visibilité. Même il y en a 4 d'ailleurs. Le troisième, en fait, si tu veux, c'est la compétence. Mais on a une société qui est, on va dire, la plupart des gens sont bêtes. Et je pèse mes mots quand je dis ça. La plupart des gens sont bêtes, tu vois. Les gens vont se divertir, ils vont regarder pendant des heures des vidéos humoristiques. Donc là, ça fera 2 millions, 3 millions, 10 millions de vues. Et tu as le mec, un peu comme toi, qui a une vraie expertise, qui va parler de comment vendre. Tout de suite, les gens, ça ne va pas les intéresser. Parce que les gens, ils veulent la facilité tout de suite. Ils veulent se divertir, tu vois, ils ne veulent pas souffrir. Mais pour vendre, il faut souffrir. Pour avoir de l'argent, il faut souffrir. Pour réussir dans ton business, il faut souffrir. Les gens, ils voient la facilité, la finalité dans mon business,
peut-être parce que je montre aussi ça. Mais on se connaît depuis un moment. Le chemin qu'il y a derrière, les gens ne le voient pas. Tu vois, ça prend du temps. Aujourd'hui, j'ai des locaux, j'ai des salariés, ça commence à aller. Mais pendant longtemps, j'étais tout seul, tu vois, derrière mon écran. Je finissais à des heures pas possibles. Je déposais mes enfants. Après, mon fils, j'avais pas 2 enfants à l'époque. Et tu vois, en fait, le chemin, les gens ne le voient pas. Et donc ça, la plupart des gens sont bêtes de ce que je te disais parce qu'en fait, ils adorent l'entertainment. Ils veulent qu'on les divertisse. Donc on est dans une société, pour toi, et moi je partage ta vie, finalement on est dans une société un peu d'instantanéité. C'est-à-dire qu'on préfère regarder des contenus pour avoir un peu d'adrénaline finalement émotionnelle plutôt que se rappeler de ce qu'on devrait faire. Parce que moi j'ai beaucoup aimé ta phrase quand tu disais vendre, c'est souffrir. Ouais. En fait, c'est de se dire, ok, je préfère regarder un contenu où je vois, je sais pas, Kim Kardashian monter, on est en pleine actualité, les marches du palais de justice, tu vois, d'autres marches, voilà. plutôt que regarder un contenu de Geoffrey Ostif qui va finalement vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à comprendre vos cibles. Mais clairement. Ouais, clairement, c'est vrai. Ouais, moi, des fois, je me retrouve dans des conférences et en fait, il va me poser une question. Les gens vont me poser, qui me suivent, hein. Enfin, pas tout le monde, heureusement, parce que heureusement, nous, on a une audience. Enfin, moi, j'ai mon audience, j'ai de la chance, communauté, qui est très éduquée, ma communauté qui est très éduquée, qui sait. Mais c'est des gens qui vont regarder, qui disent, ah, je sais ce que tu fais, à peu près, je te vois passer sur les réseaux sociaux. Mais ils vont me poser une question. Je dis, mais tu sais quoi, tu vas sur YouTube maintenant, ce podcast-là, épisode temps, t'as la réponse en fait, tu vois. Ou alors, si tu veux aller vraiment beaucoup plus loin, bah écoute, rentre dans une des formations de l'Académie Visible ou le Club Visible et en fait, on va t'expliquer comment faire. Ouais. Pour moi, les réseaux sociaux sont un outil puissant pour pouvoir, c'est des clones, pour pouvoir apporter ton expertise. Moi, je vais poster, je vais apporter de la valeur, je vais le laisser, je consomme jamais. Tu vois, j'ai ça, mais je consomme jamais. Ouais, tu passes pas beaucoup de temps autre que sur le travail de tes contenus. Voilà, autre que mes contenus et mon écosystème. C'est-à-dire que j'ai envie de comprendre ce que d'autres entrepreneurs font, comment ils apportent de la valeur, mais vraiment, je suis dans mon écosystème. Oui, en fait, si j'ai envie de me détendre, je pense que mon fils, il me détend assez dans sa journée, tu vois. Et par rapport à ça, j'ai une question auquel je pensais depuis longtemps. C'était, finalement, alors, on voit aujourd'hui que tu as un écosystème, enfin, ton acquisition, tu as réussi à créer un écosystème autour, plutôt de manière digitale. Oui. Mais est-ce que, par rapport à d'autres créateurs de contenu, justement, tu noues aussi des opportunités en dehors des réseaux ? Et est-ce que c'est un axe que tu essaies de développer aussi ? Parce que finalement, là, moi, je suis aujourd'hui dans un podcast. Ouais. Tu ne l'avais pas forcément avant. Ouais. Donc, est-ce que, pareil, au niveau de tes systèmes d'acquisition, est-ce que tu les développes en ce moment ? Est-ce que tu essaies de te différencier aussi des autres par d'autres canaux ? En fait, avant de te répondre à ça, qu'est-ce que je pense des nouvelles personnes ? C'est intéressant ta question. Du jour au lendemain, on a des gens qui peuvent s'improviser experts. Tu vois, et tant mieux. Enfin, je veux dire, tu as les réseaux sociaux, tu peux te former, tu peux apporter. Après, la différence sur notre marché à nous, c'est que tu as beaucoup de charlatans, il faut faire attention à ce que les gens ils disent. Moi, j'encourage tout le monde à apporter. Et pour moi, quand il y a de nouvelles personnes qui viennent, moi, ça me stimule, ça m'excite. Tu vois, je me dis, je regarde. Et si je pense que cette personne apporte quelque chose, pour moi, je ne la vois pas comme un concurrent, mais je la vois comme un partenaire. Donc, où je lui proposerais de venir, en fait, on va échanger, on va prendre un café, on va discuter, on va voir ce qu'on va faire ensemble. Et si la personne est veut, c'est OK. Sinon, bah, tant pis, tu vois. Donc, à ce moment-là, on va rentrer. Ça aurait été un bon moment. Voilà. À ce moment-là, si elle n'est pas OK, par contre, là, on va rentrer en concurrence et je vais l'écraser. Je vais partir pour l'écraser, tu vois. Parce que là, ça va me dire, OK, il y a un truc derrière qui me pique en me disant, OK, pourquoi tu veux pas ? Pourquoi tu crois que je suis ton concurrent ? Ça va te motiver, en fait, finalement. Ouais, ça va me motiver vraiment. Mais et pour répondre à la deuxième question que tu dis... Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, dans tes canaux d'acquisition, voilà. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on sent que ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant que tu t'es en tout cas impliqué, imposé par rapport au branding sur les différents réseaux. Est-ce que, un peu, moi, comme je le fais dans mes prospections, en dehors aussi de LinkedIn ou du digital, est-ce que ça, c'est un truc qui te plaît de closer en dehors, dans le cadre d'événements, vu que tu participes à des événements corporate, etc. Est-ce que tu aimes ça ? Oui, j'aime ça, sinon je ne le ferais pas. C'est un autre canal aujourd'hui, tu vois. Déjà, d'ailleurs, le podcast que j'ai lancé, c'est aussi la possibilité de rencontrer, de parler, de toucher, de trouver d'autres canaux, tu vois, plutôt que de prendre un café. On va parler des mêmes sujets, justement, d'ailleurs, tu vois. On va faire participer d'autres personnes. On va faire grandir aussi notre audience. On va nourrir notre audience de par notre réseau. Donc, moi, j'aime bien ça. Et je trouve qu'un bon vendeur, ou en tout cas un bon business, c'est de multiplier les ressources et de multiplier le réseau. Donc, digitalement, oui, c'est ma force, en tout cas sur Insta, c'est ma force aujourd'hui. Podcast, c'est un objectif pour que ça en soit un. Mais j'ai de la chance d'avoir un vrai réseau autre. Donc, j'ai eu pas mal d'opportunités via Insta, mais énormément via un business, via le terrain, en fait. Tu vois, les vrais gens. Enfin, les gens que tu vois. Mais ça, souvent, les gens, ils s'en rendent pas compte parce que, en fait, on peut se dire, en voyant ta forte présence, les témoignages, je parle de toi, mais ça peut être le toi au sens général du terme, que
finalement, tu te rémunères via le contenu. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur les coulisses. C'est qu'en fait, moi, je trouve ce qui fait la force aujourd'hui d'un entrepreneur en 2025, c'est sa capacité, comme tu disais, à diversifier. Mais pas diversifier que les sources d'acquisition, diversifier aussi les sources d'opportunités. Ouais. Et moi, je partage totalement ta position. J'ai essayé moi-même de créer mon propre podcast, tu vois derrière. Et en effet, Je prospecte. voilà, exactement, je prospecte à ma manière. Et voilà, moi je trouve que c'est une superbe initiative, et que ça soit dans ta communauté ou même dans ceux qui nous écoutent, moi je pense que c'est pas mal d'essayer de pas faire comme les autres, parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'est ton avis, que on est dans un moment où en fait, si involontairement on ne fait pas comme les autres, soit on a le sentiment de pas être compris, soit on a le sentiment de pas être légitime. On entend beaucoup ce terme de syndrome d'imposteur, d'ailleurs on pourrait en parler, de syndrome d'imposteur. Ouais. Moi souvent quand on me dit ouais j'ai le syndrome d'imposteur, première question que je leur pose c'est pourquoi. C'est par rapport à quoi, tu vois? Mais c'est justement parce qu'ils essayent, en fait, ils n'ont pas cette volonté de diversifier, donc je pense que c'est intéressant. C'est important de le faire, et c'est important que tu le dises aussi, qu'on le dise, parce que on voit pas souvent, enfin moi en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup qui essaient de diversifier les choses. Non, mais c'est En clair. dehors juste, tu vois, d'un système d'acquisition classique, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on le voit vraiment pas souvent, et c'est important que tu soulignes ça. Et moi, je disais que tu as un bon réseau. Pour moi, c'est un réseau. J'en parlais à une conférence la dernière fois. Je dis que moi, dans mon réseau, j'ai un éboueur, et j'ai des commerciaux, j'ai des politiques, j'ai des gens dans mon écosystème. Enfin, j'ai des gens dans le sport, j'ai des gens dans des domaines totalement différents. Et en fait, ça a étonné. Une personne me dit, mais pourquoi vous avez un éboueur? Je dis, en fait, tout simplement parce que moi, quand je descends de chez moi tous les matins, mes parents m'ont éduqué, donc je dis bonjour aux gens qui balaient en bas de chez Bien moi. sûr. Et ça m'a sauvé la vie, tu vois, une fois. Il y a deux choses. Ça m'a sauvé la vie pour deux raisons. Premier contrat, je signe un contrat avec Evian. Je signe un contrat avec Evian. Pour les autres marques, enfin, voilà, bref, c'est avec Evian. Et en fait, Evian, ce deal, il s'est fait apéro. J'ai apporté de la valeur à une marque avec qui ça s'est pas bien passé, enfin, non pas la prestation, mais elle estimait qu'elle m'a pas payé à ma juste valeur. Donc, elle m'a dit, écoute, je vais te connecter avec d'autres personnes. On fait un apéro. Et hop, le deal se signe le soir-là. Et donc, j'ai un contrat, on devait sortir, enfin, on travaille sur le storytelling, on devait sortir un truc pour Evian. Je descends de chez moi, il pleut. Shooting pour lancement de produit, il pleut, et donc du coup, là, je me dis, je suis dans la merde, parce qu'en fait, on a organisé tout dehors. Comment on va faire? Ah ouais. Et donc, je descends ce jour-là. Ce jour-là, je ne dis pas bonjour, tu vois, enfin, je ne vais pas citer son prénom. Je ne dis pas bonjour à cette personne qui est boire, à qui je dis bonjour tous les jours. Il me parle, je ne calcule pas. Je suis sur mon téléphone, mais je ne suis pas là, en fait. Ma chair corporelle, elle est là, mais mon esprit ailleurs. Et il me touche, il me dit oh, tu me dis pas bonjour? C'est vrai, t'es devenu comme les autres? Parce que les gens ne le calculent pas d'habitude. Et je fais excuse-moi, enfin bref, donc je lui explique, je lui dis là, je suis stressé, j'ai un shooting, ça sera dans 1 heure, va dans le 12e, mais je sais pas comment je vais faire, là, ça va être compliqué pour moi. Et il me regarde, il rigole. Et je fais, mais pourquoi tu rigoles? Il fait, mais tu connais pas Rain Today? Et je fais, non, c'est quoi cette application? C'est quoi ce truc? Il fait, bah, c'est un truc qui te dit à la seconde près. Ah oui. Quand il va pleuvoir, qu'il va pas pleuvoir ou quoi. Et je connaissais pas, moi, cette application quand il m'en parlait. Et je fais, ah ouais, mais c'est génial ton truc. Donc, je regarde. Et c'est dans l'heure, en fait, tu sais. Et donc, il me dit, tu regardes, tu sauras, en fait. Donc, je vais au shooting, tout le monde est stressé. Il dit, bah alors, machin, vous avez dit que. Enfin, bref, je fais, vous inquiétez pas. J'ai anticipé, j'ai pris Airbnb à côté, etc. Et je dis, mais à cette heure-là, il va pas pleuvoir, on va y aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, pour ceux qui connaissent la photo un petit peu ou qui connaissent pas, quand il pleut, tu as un temps qui est gris, tu as le ciel, les nuages qui sont bien, c'est les meilleures photos du monde. Et c'est comme ça qu'on a fait une campagne extraordinaire. Incroyable. Et tu vois, et donc ça, c'est le réseau. S'il n'était pas là, j'aurais peut-être perdu mes moyens et j'aurais peut-être perdu ce contrat-là, tu vois. Et pourquoi? Parce que tu as simplement parlé, parce que tu as été vers lui, même si tu lui as pas vendu quelque chose. Ouais. C'est un très très bel exemple, et moi des histoires comme ça j'en ai plein aussi. Ouais. Mais c'est top que tu en parles, parce que on sous-estime beaucoup, je trouve, aujourd'hui. Tu vois une personne ou X personnes, alors qu'en réalité elle peut t'apporter, et là elle t'a sauvé ton shooting et ton contrat. Tellement, je le remercie. Après je lui ai ramené une bouteille de champagne, je le remercie. Je lui ai ramené une bouteille des blancs. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais toi alors, du coup, j'ai envie que tu me parles d'une anecdote qui t'a frappé aujourd'hui, tu vois. Enfin, quelle anecdote t'a frappé en termes de vente, personnellement? Et tu t'es dit, ok, ça c'est game changer. Et si j'avais pas ces skills-là, j'aurais pas pu l'avoir, j'aurais pas pu le faire. Ça m'est arrivé, donc c'était l'année dernière. J'étais avec une boîte, tu vois, une entreprise, petite entreprise, tu vois, je sais pas, 10 salariés. Et en fait, je sais pas si tu as ce cadre de figure-là, c'est une personne qui est venue pour avoir des informations, mais qui m'a reproché de lui avoir répondu quelque chose. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, les gens... Enfin, tu sais, je pense qu'il y a eu un... Je sais pas ce que t'en penses, mais avant et après Covid, j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu... Ouais. Et en gros, cette personne-là, je lui dis le truc, elle m'a dit non, c'est mort. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, avant chaque rendez-vous, je prépare mes rendez-vous,
je fais un peu ma CIA sur la personne. Ok. C'est-à-dire que je regarde sa fiche LinkedIn, je vois ce qu'il a fait, est-ce qu'il a réalisé des trucs. Bref, j'essaie de le connaître. Pourquoi? Déjà pour le respecter un minimum. Je trouve que c'est important avant de vouloir vendre quelque chose à quelqu'un, de le connaître. Et en fait, c'est énorme parce que lui, il a voulu couper court au call. Et parce que, tu vois, j'avais pris un élément qu'il avait réalisé, un succès qu'il a eu, bah, je l'ai placé. Ça l'a calmé net. On a commencé à parler. Et du coup, après, il m'a dit qu'il allait revenir vers moi. Moi, je pensais que c'était mort. Et la réalité, c'est que lui-même m'a dit j'étais impressionné par votre capacité à me connaître. Je me suis trompé, désolé. Dites-moi quel est votre prix, j'y vais. Exemple type. Ce genre de truc, ça m'arrive souvent. J'ai un autre exemple, rien à voir, mais typiquement, je te l'ai dit, mais enfin, je te l'ai pas dit, mais à côté de mes activités professionnelles, bah, j'ai des engagements plus de loisirs à titre public et notamment politique. Moins improbable, tu vois, un jour, on était en 2012 et je m'intéressais un peu à la campagne présidentielle et autres. Donc rien à voir, j'étais très jeune. Hein. Je commence à prendre une carte dans un parti, etc. J'y vais. Mais en général, tu vois, les gens, quand c'est fini, tu sais, c'est un peu comme un événement du sport et autres, ils s'arrêtent. Moi, je me suis dit, non, écoute, je vais continuer, je vais regarder, je vais aller voir un peu comment ça se passe et autres. Bah écoute, improbable, mais je me suis retrouvé à parler, échanger, collaborer avec un ancien président de la République, tu vois, avec les équipes, etc. Et tu vois, en fait, j'ai donné cet exemple. Et on pourrait en donner des milliers. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, finalement, le fait ne serait juste de bien connaître ta cible, de bien comprendre ton environnement, mais surtout comprendre la personne que tu as en face de toi, ça te facilite vraiment le travail pour l'approcher, l'aborder et lui proposer quelque chose. Parce que souvent, tu sais, quand tu arrives devant des gens, tu sais pas trop quoi leur proposer. Si demain je te mets devant un joueur de foot, tu lui proposes quoi? Tu vois? Ouais. Tu sauras après, parce que tu auras fait un travail, tu mais, diras oui, voilà, ma présence, bah, par exemple, tu es sur le branding, voilà. Ouais. Mais le fait de bien connaître ou maîtriser ton environnement, je trouve que ça fait une différence de poids. Ce qui fait que maintenant, quand tu mets dans des environnements différents, bah, je me sens à l'aise. Tu vois, c'est assez drôle. Donc évidemment, quand tu as des scènes assez dingues qui arrivent, tu vois, tu parlais de ton exemple des boueurs, bah c'est drôle quoi. C'est assez dingue et tu te dis la vie, on parle beaucoup de la loi d'attraction, mais ouais, en vrai, c'est pas faux. Ça se trouve là, je vais sortir de ton studio, je vais regarder, tu vois, juste je vais laisser passer une personne dans le métro. Ouais. On va pas caricaturer, mais donc voilà. Ça peut se passer. Non, mais c'est vrai. Mais c'est intéressant ça ce que tu fais. Après, je pense aussi que tu vois, pour moi, la vente, comme le storytelling, enfin les deux, le personal branding, c'est de jouer avec ses forces. Ouais. Toi, c'est ta force, ça, tu vois. Et moi, je suis au contraire de toi. Je suis cette personne, le nombre de fois où je me retrouve dans des événements. Ouais. Ma femme, elle connaît toutes les personnalités, les stars, tu vois. Moi, je suis incapable de les reconnaître. Ça fait rigoler Elise qui est derrière. Où je me retrouve dans des situations, tu vois. Et heureusement, je pense que c'est ça qui fait ma force, tu vois. Ouais, c'est ça, bien sûr. Qui te différencie. Voilà, il y a des personnes qui sont hyper connues et moi, je les connais pas. Et donc, j'apprends à les connaître. Et en fait, au début, les gens pensent vraiment que En fait, elles pensent que je me moque d'elles. Enfin, dans le sens où tu me connais pas, mais je dis, mais vraiment, mec ou meuf, je te connais pas. Ouais. Donc, parle-moi de toi. Et je pense qu'il y a ce côté un peu où... naturel, finalement. Naturel, authentique, différent, qui fait que ça match et que, bah voilà, Alors que moi, tu vois, la différence, c'est que j'ai identifié dans un environnement, tu vois, des personnes, mais je sais clairement comment les gens vont potentiellement les approcher. C'est génial. Et ce qui me permet, du coup, sans forcément déjà, les embêter, mais si j'ai vraiment quelque chose à apporter, je les approcherai. Si c'est pas le cas, j'ai aucune raison, en fait, tu vois, de les approcher. Et je te donne un exemple, quand tu as un salon comme Vivatech, tu vois, qui est là, pour des gens comme toi ou moi, ça peut être intéressant pour nos industries. Bah, avant d'aller au salon, je vais faire ce travail, tu vois, d'analyse, je vais regarder quels sont les différents trucs, qu'est-ce qui se passe, quels sont les interlocuteurs. Ok, s'il y a ces interlocuteurs, comment je peux l'appréhender, comment je peux aller chercher, moi, sur quelle partie pris je peux aller. Ce qui fait que quand j'arrive face à lui, il peut avoir 45 000 personnes ou autres. Si j'ai un moment, je pourrais l'approcher. Et ça, tu vois, pour moi, cette forme de prospection-là, elle est géniale parce qu'en fait, elle est humaine, elle est naturelle. Et c'est là où, comme dans ton exemple avec ce côté naturel, tu crées des opportunités de dingue. Plus que, attends, je vais faire un listing, je vais envoyer 45 000 mails pour essayer qu'il ait un truc, machin. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça enlève de l'humain. Et dans une société où aujourd'hui, tu vois, on est happé par les réseaux sociaux, l'IA, etc., je trouve que revenir un peu à du fondamental, c'est pas mal. Et quand on t'écoute, c'est un peu le paradoxe, c'est que t'es un gars hyper connecté, et pour autant, j'ai l'impression que tes plus grosses collaborations, ou tes principales, elles sont sur l'humain. Ouais. Ah bah c'est important, je pense. Je pense que ici, c'est la clé aujourd'hui, c'est l'humain, tu vois, c'est l'humain-humain. Pareil, je pense que ma force sur les réseaux sociaux, qui m'a donné une communauté aujourd'hui, c'est que j'allais parler au début, et je le fais encore. Tu demanderas à tout le monde, ils vont toujours dire Steve est humble. Mais je suis pas humble en fait, c'est que je suis respectueux.
j'ai été éduqué, donc tu viens me parler. Alors ça prendra peut-être 1 semaine, 2 semaines pour que je réponde, hein, parce que tu peux pas répondre à tout le monde en même temps, et qu'il y a la vie qui fait que. Mais je réponds toujours. Je relance la conversation, et quand je réponds pas, je dis toujours aux gens, revenez me parler, comme ça vous allez remonter dans la conversation, et je vais le faire, mais c'est ça, en fait, c'est l'humain. Mais j'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que c'est vrai que toi, tu es dans un domaine un peu différent du mien, parce qu'en plus de ça, tu as une variable influence aussi qui est là. Comment tu arrives à gérer l'entourage? Mais non pas ton entourage personnel, parce que ça, t'en parles et on le voit, tu le gères super bien. Mais au niveau des gens qui te soutiennent. Parce que moi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, j'ai pu le voir, tu vois, ça fait 3 ans que je fais ça. Mais finalement, tu as peu de gens qui te soutiennent, qui sont contents pour toi. Même dans tes amis, tu as beaucoup de jalousie. Alors déjà, en France, tu as de la jalousie. Mais comment toi, tu arrives à vivre un peu ça? Parce que tu as quand même de la visibilité, etc. Comment tu le vis un peu, ça? Tu as des nouveaux amis, tu vois? Tu parles d'entourage Je parle dans l'entourage professionnel, tu vois. Aujourd'hui, tu parlais que tu faisais des campagnes, tu as ta formation, tu as ton podcast, donc tu es amené à rencontrer pas mal d'interlocuteurs de ton secteur derrière. Mais finalement, tu l'as dit, même si tu as des équipes, etc., le capitaine, c'est toi. Donc, tu es un peu seul avec toi-même. T'es seul. Donc, comment ça se passe au niveau de la force qu'on t'apporte? Est-ce que tu as été déçu aussi par des gens avec qui tu avais commencé? Est-ce que tu as eu des trahisons, etc. Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais, je pense que c'est important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Enfin, moi, en tout cas, ceux avec qui je parle, qui sont souvent indépendants ou salariés, mais qui pensent peut-être à faire quelque chose, ou même salariés, donc seuls. Tu vois, ils n'ont pas forcément la famille idéale, ou les enfants idéaux, ou des amis, ou les équipes. Ils sont seuls. Et parfois, ils se sont mis à dos leur famille, leurs amis derrière. Donc, il y a mon mentor en fait qui m'a dit, j'ai 2 mentors. Donc, le premier, les gens le connaissent, je parle souvent de lui. Le deuxième, j'en parle très peu. Je parle pas de lui parce qu'il veut pas que je parle de lui. Donc le premier, c'est Paulet de La Belle Vie et Frichti, qui est mon premier mentor. Et le deuxième, qui est dans la tech aussi. Il m'a dit quelque chose. Il est venu me chercher un jour en bas de chez moi, et on est rentré dans une Porsche et il y avait que 2 places. Et on fait un tour. Enfin bref, on est parti dans le Perche en 2 heures. On passe une journée ensemble, on va dans sa maison, on mange et tout, et on revient. Et je lui dis, c'est très sympa, j'aurais adoré vivre ce moment-là avec mes enfants et ma femme. Et il me dit, tu sais ce que j'aime bien chez toi? C'est que tu as ce côté famille que tu lâches pas, et que dans ce milieu-là, il y en a très très peu. Il me dit, mais par contre, plus tu vas monter, c'est comme cette voiture, il y aura moins de place, et c'est pour ça qu'on a moins d'amis. Et il dit, quand tu montes... Il me dit, pourquoi tu crois que les voitures de luxe te donnent... voilà, tu vois, il y a 1-2 places. C'est vrai, en vrai, quand tu y penses, il n'y a que une ou 2 places. C'est ça. C'est vrai, c'est drôle comme... Et j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il disait. Donc moi, comment je gère, c'est que j'ai énormément de chance d'avoir une compagne qui... C'est pas facile, hein, je dis pas qu'on s'embrouille pas. Si, bien sûr, on se dispute comme tout le monde, comme tous les couples. Faut suivre ce que je fais, parce que du coup, il y a des moments où il y a des tâches intenses. Et donc, je suis pas là pendant un moment, tu vois, je vais rentrer tard. Mais il y a aussi il y a le work hard et play hard. Et quand je suis pas en intensité, là, je suis vraiment en mode... on s'éclate, on se régale et on profite à fond, tu vois. Donc, je pense que la première clé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer ma femme qui m'a vu dans le pire de ma vie. Et ça, c'est une chance, je pense. Bien sûr, j'avais une communauté, mais je savais pas comment monétiser, mon audience et tout. Donc, elle m'a vu dans le pire de ma vie. La deuxième chose, c'est que j'ai mes enfants. J'ai un why qui est très fort, c'est que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour eux. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont donné beaucoup d'éducation, beaucoup d'amour, beaucoup de connaissances. Et je veux transmettre encore plus à mes enfants qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ça, parce que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'en ai perdu des amis, tu vois. Au début, ils t'invitent à un barbecue, un apéro, au ciné, à des week-ends. Non, je peux pas. Après, ils arrêtent de t'inviter, tu vois. Ils arrêtent de t'inviter, mais en fait, moi, je m'ennuyais. C'est pas méchant ce que je vais dire, c'est que je quitte le salariat. Je me retrouve dans l'entrepreneuriat, j'ai des objectifs à atteindre. Parler de, je vais poser des CP pour aller là-bas, machin, moi, j'aime pas ça, tu vois. J'y vais tout de suite ou j'y vais pas, tu vois. En fait, c'est, on n'a pas le choix, tu sais quoi, oui, en fait, tu dois prendre le métro, c'est le train-train. Non, t'as le choix, en fait, tu peux, tu vois. Moi, j'ai passé 2 années en fauteuil roulant, et je disais pas, j'ai pas le choix, je disais, moi, je suis là pour gagner, je suis là pour me lever, et... Alors, bien sûr, j'avais 1% de chance que ça fonctionne. Si vraiment j'étais tétraplégique et que ça ne fonctionnait pas, peut-être que je ne réagirais pas comme ça. Mais moi, je suis dans l'esprit, il faut que je gagne, en fait. Tu vois, moi, je suis là pour gagner ou gagner. Et même si je perds, j'ai gagné parce que j'ai appris quelque chose dans le truc. Et c'est intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que, en fait, quand tu écoutes, moi, c'est toujours ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu as beaucoup de résilience. Et quand tu dis qu'on peut le faire,
souvent, tu sais, comme dans les films, oui, si tu veux, tu peux. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui en France, en 2025, quand tu es salarié ou quand tu es indépendant, que tu n'es pas forcément satisfait de ta situation, et ne serait-ce que tu te formes à une compétence, la compétence avec du marketing ou de la vente, moi, je pense que tu peux effectivement avoir cette liberté. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut savoir pourquoi on le fait, c'est un peu ton why, et est-ce qu'on s'en donne les moyens. Et c'est là où je pense que tout le monde n'est peut-être pas capable de pouvoir le faire parce qu'ils n'ont tous pas peut-être la même animation intérieure que tu as pu avoir par rapport à une épreuve que tu as pu avoir ou par rapport à un choc qu'on a pu avoir dans l'entreprise, etc. Et moi, je pense que ça fait la différence. Ouais. C'est pour ça que c'est hyper intéressant et moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur résilience parce que je te donne mon exemple personnel, j'étais dans le salariat. Ouais, j'étais dans le salariat, j'étais dans des super boîtes et encore une fois, je regrette rien. C'était des très très belles entreprises, mais j'étais pas animé, je me reconnaissais pas quand j'entendais des discussions. On me reprochait parfois, on me reprochait des trucs, tu vois, qui n'avaient pas lieu d'être. Et en fait, je sentais que je pouvais le faire, mais voilà, tu vois, t'avais quand même ce risque, mais comment je vais faire pour arriver à telle chose? Et finalement, je me suis dit, bon, au pire, étant donné que je me suis un peu formé, dans le pire des cas, je reprendrai un autre job. Et sinon, si j'arrive, tant mieux. Mais au moins que j'essaye. Essayer au moins. Le fait d'avoir essayé, ça m'a... juste, tu vois, d'avoir tenté un petit truc, ça a été un sentiment génial. Alors évidemment, peut-être que demain, tu vois, ça peut s'arrêter. Mais au moins, j'aurais essayé. Ouais, tu aurais essayé, et puis au moins, tu vois, c'est ça qui est cool, je pense. Aventure. Voilà. C'est un accomplissement, en fait, je trouve, qui est bien. Et ton exemple est top, donc moi, ça me parle. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, oui, t'as plein de jeunes, des moins jeunes, des retraités qui arrivent à faire des trucs dingues dans un temps imparti peut-être moins important que le tien ou le mien. Tu vois, parce que ça nous a pris peut-être plus de temps. Mais totalement. Je trouve qu'il ne faut pas confondre quelques exceptions et la généralité. Il n'y a pas de facilité. Enfin, moi, j'y crois pas. Chacun son histoire, chacun son chemin, voilà. Tu vois. Non, je suis d'accord. Mais ok. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et puis pour rebondir sur ça, tu vois, et comment je fais, tu vois, pour moi, c'est ça aussi, c'est l'art du storytelling, c'est l'art de... c'est le proverbe africain, c'est quand tu sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. Et je pense que ça revient à ce que je dis. C'est dans ta mission de vie, dans ta vision que tu sais et que tu avances. Et après, c'est des sacrifices. Je pense que plus tu grandis, plus tu évolues. Il faut être OK. Mais en fait, pour moi, c'est le chemin. C'est pas la destination, tu vois. Enfin, là, aujourd'hui, on est là. Je suis creux de voir où on va se retrouver dans 2 ans, dans 5 ans. Ouais. Moi, tu m'aurais dit que j'aurais des locaux. Enfin, j'y croyais, mais tu vois. Enfin, bref, il y a plein de choses, en fait, tu vois. Et en fait, matériellement, ça se voit. Il y a plein de choses, tu vois, qui se développent. Et tu dis, OK, où est-ce que je vais être demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Mais au moins, tu fais un réflexe que tu as. Et je pense que c'est un mot qui pourra nous apporter un peu la conclusion. C'est que je pense que, et je me souviens quand on avait parce qu'on avait cette discussion en 2020, donc avant Covid, ou même non, pendant Covid. Je sais plus c'était 2021, je crois, 2021. Je trouve que c'est la visualisation. En fait, quand on t'entend parler, et moi je sais, parce que moi je le parle, je le dis beaucoup, je trouve que ça aide beaucoup de visualiser. De se dire, ok, même si on n'a pas le truc, de se dire où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le mettre en place, comment je vois les choses dans 4 mois, 5 mois. Je pense que ça t'aide. Et tu vois, d'ailleurs, les sportifs le font beaucoup, d'ailleurs. Oui, totalement, c'est vrai, exactement. C'est une des quand tu parles, quand tu vois un joueur, par exemple, comme Nadal ou autre, ou même d'un mec comme Usain Bolt, etc., ils disent souvent qu'avant d'aller sur ces terrains-là, avec leur coach, ils les font visualiser. En fait, ils s'asseyent, ils regardent, donc, c'est un bon parallèle dans nos domaines. Non, mais c'est clair. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, le sport, c'est très lié, je pense. C'est une question de mindset. Ouais. Super. Le fameux moment, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je ferais entrepreneur ou salarié. Les deux. Ah bon? Les deux parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris dans le salariat m'apporte énormément et me différencie par rapport à beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'ai pas honte de dire que j'étais très content d'avoir travaillé en cabinet de conseil, en start-up, en banque et autres, parce que ça a été des expériences humaines de vie, parce que je l'ai fait super jeune. Et je pense que quand on est jeune, c'est important d'apprendre, de se prendre un peu des pressions, avoir un peu de rigueur, de faire des erreurs. Ça m'a permis aussi d'avoir... même si j'ai plus beaucoup de cheveux, le cuir un peu plus important. Moi, je trouve ça pas mal d'avoir un peu d'expérience avant de créer une boîte. Donc, je pense que j'aurais refait pareil. La seule différence, c'est que faut savoir que j'ai mis 8 mois à me lancer. Si c'était à refaire, je n'aurais pas attendu ces 8 mois-là. Ouais, je sais qu'on en parlait à l'époque. Tu vois, enfin. Oui, c'est vrai, exact. On en parlait dans cette période-là. J'étais un peu en bisbille, hésitation. Et tu vois, finalement, quand je me suis lancé, il n'y a eu aucune différence avec l'avant. Voilà. Et toi, alors? Moi, entrepreneur, je suis très content d'avoir été salarié. Et pareil, tu vois, c'est une étape. C'est une étape pour moi, en tout cas, quand tu es jeune, c'est une étape à passer, tu vois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est comme dans tout. Ça dépend si tu es un risk-taker ou pas, tu vois. Moi, tu me dis, tu sautes du 5e étage, tu as ton rêve qui se réalise là, 50% de chance. Tu sautes du 5e étage, tu meurs, 50% de chance, je saute quand même.
en me disant, ok, sur un malentendu, peut-être que mon rêve, il se réalisera. Tu vois, je suis très Ouais. d'accord. Donc, si c'était à refaire, entrepreneur. Maintenant, c'est très, très dur. Je vais pas mentir, c'est très, très dur parce que quand tu es entrepreneur, tu te payes en dernier, tu vois. Tu es au service de ton équipe, tu es au service de tes salariés, tu es au service de tes freelances, tu es au service de tes fournisseurs, tu es au service de tes partenaires. Enfin, Et t'es au en tout service cas, de l'État aussi. voilà, et tu es beaucoup au service de l'État, tu vois. Faut dire ce qu'il y a, c'est vrai. Faut pas l'oublier, mais c'est une réalité. C'est vrai. Et en tout cas, si tu es quelqu'un de responsable, de sérieux, alors tu en as qui vont se payer eux-mêmes grassement en disant ouais, les autres, je vais pas les payer, ça c'est des brigands, c'est des salauds ces gens-là, tu vois. Mais déjà, tu apportes. Et je trouve que c'est l'un des plus beaux. Enfin, c'est pas un métier, mais entrepreneur, c'est génial parce que déjà, tu crées de la richesse, tu crées de la valeur et tu crées des emplois. Si c'était à refaire, c'était ça. Après mon parcours, je le regrette pas parce qu'il y a des choses que j'ai faites qui m'ont permis d'être là. Mais si c'était à refaire, entrepreneur tout de suite. Et je pense que j'aurais appris beaucoup plus sur le terrain. Je me serais sûrement cassé la figure beaucoup de fois. J'aime bien ce chemin-là. Mais l'essentiel, c'est que tu le sois maintenant. Exactement. Voilà. Multinational ou petit business? J'aime bien la partie petit business parce que, comme tu le disais, ça permet d'avoir un équilibre. Oui. Quand tu veux, bah voilà, même regarde dans ton exemple, avoir une vie de famille épanouie, travailler avec des très très belles boîtes. Défendre ta vision, faire ce que t'aimes. Après, évidemment, si ta boîte devient une multinationale, tu diras pas non, bien sûr, mais moi, te connaissant en tout cas personnellement, je te trouve hyper épanoui et pour autant, je te vois faire plein de choses. Plus que des gens qui travaillent en multinationale. Donc, c'est clair. On est alignés. Et toi alors? Petit business. Pour avoir travaillé, même si c'était pas dans ma boîte, tu vois, pour avoir travaillé dans une multinationale, en fait, et puis pour travailler avec les multinationales aussi, en fait, tu dois avoir une réponse, pour envoyer un tel et un tel, t'attends le retour. Ah oui, l'art des process, bien sûr. Bah ça, tu vois, par exemple, je l'ai beaucoup vécu quand je travaillais en Big Four, en cabinet de conseil. Ça a été une très belle école, mais c'est vrai que c'est un peu comme en trading, c'est des boîtes, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui restent plus de 10 ans dans ces boîtes-là, parce qu'ils sont une résilience de dingue, mais tu prends cher même physiquement. Mais c'est clair. Mais c'est des belles boîtes. Et encore moi, je trouve que c'est bien, vraiment. Je vois les jeunes, tu vois, et je le vois aussi. D'ailleurs, hier, il y avait une intervention du président, en fait, qui en parlait. C'est que je vois beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, ne savent plus vraiment s'ils veulent être salariés ou autres. Ils veulent pas être salariés, ils veulent directement être entrepreneurs et autres. Et boudent un petit peu ces moments que tu as passés, que j'ai passés derrière. Ouais. Mais finalement, je trouve que ces moments-là, ils nous ont beaucoup aidés aussi. Ah, mais c'est sûr. Hein. Si on est réaliste. Si on est réaliste, ces moments-là, moi, je pense que la sécurité et l'insouciance. Moi, si c'était à refaire, je pense que j'aurais adoré être salarié dans ma boîte. Ah oui, ok. Tu vois, salarié dans ma boîte. Donc un deuxième manager Steve, du coup. Ouais, mais tu vois, parce que je trouve que moi, je laisse beaucoup de liberté à mon équipe. Ce qui m'importe, moi, c'est j'ai beaucoup de confiance et c'est le résultat. Ouais. L'efficacité. Je m'en fous de ce que tu fais. Mais à la fin, si je te demande, montre-moi ce que tu as fait et quel est l'objectif que si tu l'as fait, moi, ça me va. Ouais, tu as une vision finalement qui est finalement américaine, mais qui me parle beaucoup, qui est de se dire, ok, je te fais confiance et j'ai envie que tu donnes le meilleur de toi-même pour qu'on y arrive. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est une belle vision. Il y a beaucoup de boîtes qui l'ont, mais pas toutes, malheureusement. Exactement. Et je pense qu'il y a dégoûté et dégoûte encore. Et c'est pour ça, et je pense que ça sera peut-être un autre sujet de tes podcasts, c'est la question du management. Ouais. Et de se dire aujourd'hui que tu as plein de gens, des hommes, des femmes de tout âge, qui ont envie de bien faire dans leur job et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas forcément bien managés ou managés par des gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas les compétences. Et puis, t'en as plein qui pensent qu'on a science infuse, tu vois. Nous, dans toutes les décisions, moi, ils ont des métiers, pas des métiers, ils ont aussi des métiers, ils ont des métiers, des compétences diverses, mais tout le monde donne son avis, tu vois. Ça, tu penses quoi? On va lancer ça, ok, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis, tu vois? Et t'écoutes. Ça veut pas dire que tu vas forcément appliquer, mais ok, peut-être une bonne idée là, je prends. Une bonne idée ici, je prends, tu vois. Et puis tout le monde a participé, quand ça sort, tout le monde est content, tu vois. Bien sûr. Et ça, je trouve que en termes de cohésion d'équipe, c'est génial. Enfant ou pas enfant? Ah oui, bien sûr. Après, bon, je me permettrai pas, je sais plus si on est très éloigné niveau âge. Moi, j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans là, dans quelques semaines. Mais ouais, je prends le temps, mais je trouve que c'est un bel accomplissement dans la vie. Comme tu le disais, je trouve que c'est vachement enrichissant d'avoir un why, déjà de pouvoir partager. Je trouve ça génial aussi, la famille. Le lien familial que tu peux avoir ta propre famille aussi, créer cette succession-là, partager aussi. Tu vois, que ça soit avec ta copine derrière, et puis même quand tu es entrepreneur. Moi, je trouve que je le vois avec ton exemple, mais moi, je l'ai vécu aussi. C'est quand tu dois être soutenu. Quand tu es soutenu par ta compagne ou ton compagnon, c'est génial. D'ailleurs, tu remarqueras, je fais toujours ce petit parallèle, mais les personnes qui ont un peu marqué l'histoire, il y avait souvent des femmes ou des hommes derrière.
Ouais, totalement, bien sûr. Quel que soit le Bien milieu, sûr, quels ouais. que soient les secteurs. Ouais. Je peux te donner des milliers d'exemples, des chanteurs, des acteurs, des politiques, des entrepreneurs, voilà, même des gens du commun des mortels, il y a souvent des compagnons, et moi je trouve ça génial. Donc Ouais. ceux qui veulent pas, je respecte et je comprends. Mais moi je te comprends et je Ouais. comprends ton bonheur de voir avec tes enfants et même c'est motivant. Moi je trouve ça vachement motivant de se dire ok, alors là j'ai fait tel truc, du coup je vais essayer d'amener mes enfants là pour faire telle chose. Enfin, Ouais, t'as non, un c'est objectif, clair. tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Tout à Je fait. te pose pas la question vu que c'est déjà ton cas. Ouais, Voilà. même pas à réfléchir. Instagram ou LinkedIn? Comme tu le vois depuis quelques années, LinkedIn, LinkedIn. je trouve que c'est un réseau exceptionnel. Ouais. Franchement, je suis pas ambassadeur de LinkedIn, attention, mais j'ai pu en parler avec des gens fous de toute la France et même dingue de l'étranger. Je parle avec énormément d'expatriés français, tu vois, au Canada, aux États-Unis, à la Réunion. Enfin, la Réunion, c'est la France, mais Ouais, voilà, c'est en dehors du qui territoire de la est France kilomètres d'ici, métropolitaine, ouais. voilà, de chez moi. Dingue. Et puis même en termes de valeur, tu parlais de valeur, il y a énormément de gens qui ont des compétences et qu'on voit sur ce réseau. Je trouve ça dingue. Maintenant, pour le côté lifestyle, bien sûr, j'aime beaucoup Instagram. J'aimais le Instagram d'avant, celui où tu as commencé, Ouais. sincèrement. Et j'aimais le LinkedIn d'avant aussi. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, on est trop rentré dans cette facilité de contenu. T'en parlais au début de ce podcast derrière. Et toi? Imagine Instagram? Insta, j'ai été ambassadeur Meta pendant 3 ans, C'est donc vrai. ouais, ça serait cracher dans la soupe que de pas dire Insta. Bien sûr. Insta m'a apporté énormément de choses. Insta a fait la personne que je suis aujourd'hui, je pense aussi, tu vois. Me citer en exemple, me mettre en avant, enfin, les campagnes sur les abribus dans les métros, enfin, cette visibilité, je l'ai eu grâce à Insta aussi. Et oui, Insta. Après, j'aime beaucoup LinkedIn, enfin. D'ailleurs, tu l'utilises, je me rends pas compte, tu l'utilises pas trop encore, je crois. Non, Il y a quelque chose à faire, je pense. Je fais des cross-posts sur LinkedIn, mais pareil, tu vois, c'est le truc. Enfin, on cross-post, mais je vais pas regarder ce qui se passe là-bas. De temps en temps, une fois dans le mois, je vais me réveiller, je vais regarder, je vais dire bon, ben voilà, il faut qu'on y aille et tout, et après, Ouais. le lendemain, c'est reparti, tu vois. Mais je te comprends parce que t'as mis tellement d'efforts sur Ouais. ton autre réseau Ouais. que c'est difficile hein, Ouais. de se lancer sur d'autres réseaux. Ok. Mais par contre, là, le podcast, ça j'adore ça. C'est le nouveau format que j'aime beaucoup. Dernière question storytelling ou vente? Là, si je te dis les deux, c'est un piège. Mais, non, pas mais forcément. je te dirais les deux. Moi, je te Ouais. dirais les deux et c'est ce que je pense et c'est ce qui fait aussi un peu la force de cet épisode. C'est que quand tu complémentes bien les deux, je pense que tout est possible. Et vraiment, quand tu sais bien te vendre, quand tu connais bien ton histoire, ce que tu fais super bien, et quand tu as cette faculté à approcher, on a donné énormément d'exemples. Franchement, tout est possible, quoi. Ouais. Et on a pu le décortiquer aujourd'hui. Et toi? Bah, les deux. Les deux. Pour moi, c'est important. Enfin, il faut savoir. Comme tu dis, tu dois connaître ton histoire, tu dois savoir d'où tu viens. Et quand tu sais d'où tu viens, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile de dire, OK, à qui je vais m'adresser, à qui j'ai envie de parler. Et après ça, bah, en fait, naturellement, je peux leur vendre des choses. Et à contrario aussi, c'est important de connaître l'histoire des personnes parce que quand tu connais leur storytelling aussi, tu peux t'adapter à elles et leur apporter bah, le produit ou le service qu'ils méritent ou qu'elles méritent. Donc, les deux. Bah, c'est une belle transition, je suis content. J'avais pas de doute sur le fait qu'on se mette d'accord sur la complémentarité des sujets, mais il y avait quand même un suspense. Mais Ouais. voilà, mais c'est pour ça que du coup, en général, moi, les personnes qui me demandent si elles doivent se renforcer en branding, je leur dis oui. Et en même temps, des personnes qui sont en branding, je leur dis de se renforcer en prospection aussi. Et c'est souvent ce qu'on voit, où il y a des parties pris, mais je pense que 2025, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé ce podcast, sincèrement, faites les deux. C'est clair. Bah, ça va être le mot de la fin. Sans histoire, il n'y a pas de vente et sans vente, il n'y a pas d'histoire. J'espère que vous avez adoré ce podcast. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez apprécié. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez à un maximum de personnes que ça peut intéresser. Chapeau à vous. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci Steve, c'était un plaisir depuis plusieurs années là, qu'on en parlait. Hyper content d'être dans les premières personnes sur ce podcast. Merci à toi. Écoute, hâte de te voir du coup prospecter. C'est clair. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver du coup sur Instagram comme toi, sur LinkedIn. Donc vous pouvez taper mon nom. J'ai un podcast Je Prospecte et voilà, j'ai une newsletter. Pareil, si vous tapez mon nom sur internet, vous pouvez me retrouver. Merci à toi. Chapeau à toutes et à tous.